édition spéciale Pride Month aujourd'hui. Alors, vous le savez, Rencontre des auteurs francophones est née à New York, dans ce pays où on célèbre ce mois de la fierté des communautés LGBTQ. Un phénomène très important ce mois de juin. Une grande partie des marques communiquent dessus, comme la Maison Blanche ou les partisans d'État, pour ne citer que. Alors, comme le réseau est un pont entre l'Amérique et l'Europe, entre autres, nous avons voulu faire de cette émission de fin juin le rendez-vous des auteurs dont c'est un sujet ou qui revendiquaient leur appartenance à cette communauté. Alors, avec moi aujourd'hui, Chantal Caloré, qui est à Paris, Tanguy Courbet, qui est le breton qui vit en Floride depuis plus de 20 ans et qui nous rejoindra plus tard, Dominique Gézégou, qui est en Bretagne aussi, si je ne dis pas de bêtises, Harmonia Lemaître, vous êtes où? Je ne sais pas où vous êtes. Ensuite, je crois à 7. Hein. Voilà, à 7. Et puis là, Saïdi, qui est en région parisienne et d'origine syrienne. C'est important pour le reste des rencontres. Chantal, je vais commencer par vous. Chantal, vous êtes aujourd'hui une grand-mère comblée. Mais il a fallu se faire à l'idée d'abord que votre fils était gay et que vous n'aviez rien vu. Et après, à l'idée d'être une grand-mère, du coup, un peu rock'n'roll, vous l'avez accompagnée dans ce désir d'enfant. Elle a écrit un très joli livre, au fait, il faut que je vous dise, qui marche d'ailleurs très, très bien, pour raconter cette aventure de vie et puis ce bonheur, au final. Alors, Chantal, le but de ce livre, c'était quoi? Défendre avec fierté l'histoire de votre fils, faire fi des candidatons? Non, le but de ce livre, c'était d'abord de raconter l'histoire pour mon petit-fils. Pour qu'il connaisse le combat de ses papas, pour qu'il sache par quel amour il a été entouré. C'est ça qui m'a déclenché l'envie d'écrire. Et puis ça, évidemment, ça s'est enchaîné et ça arrive là où ça arrive aujourd'hui, c'est-à-dire ça prend beaucoup plus d'ampleur. Et je suis ravie alors pour le coup de porter cette étiquette et de maintenant faire partie de cette communauté. Voilà. Mais j'avais pas prévu de le faire. Alors oui, d'ailleurs vous avez reçu un prix, un prix pour ce livre. Voilà. Alors c'est le prix du Manguet 2022 dans la catégorie récit autobiographique. Et donc oui. Ce qui vous a surpris, un peu dérangé au début, c'est que finalement, vous vous interrogez sur nos relations à tous de parents-enfants, puisque quand on ne voit pas que son fils est gay pendant des années, on se demande si on a été à sa place en tant que parent. Et donc ça, c'était la première interrogation. Oui. En fait, je pense que je n'aurais jamais écrit sur l'homosexualité de mon fils. C'était pas un sujet pour moi. Certes, j'ai été surprise. Certes, je me suis posé des questions parce que passer 27 ans à côté de son enfance sans savoir qu'il a une différence cachée, sans savoir qu'il a un secret, ça m'a fait mal, ça m'a percé le cœur. Mais c'était un problème entre moi et moi. Voilà, il fallait que je le règle moi-même. Mais je ne l'aurais jamais mis sur la place publique s'il ne m'avait pas annoncé qu'un petit bout allait venir déranger nos vies. Et voilà. Et forcément, en écrivant notre histoire, j'ai été obligée de me pencher sur mon histoire, sur l'éducation qu'on donne à nos enfants, sur tout ce que l'on donne, tout ce que l'on transmet et qui peut ne pas être reçu comme on voudrait. Et du coup, ça donne un récit à deux voix avec la mère qui va parler de l'éducation, de son histoire et pas encore de son rôle de grand-mère puisqu'elle ne l'est pas, et du fils qui va parler de son aventure. Alors, on le voit, vous avez très bien réagi, vous avez bien accompagné votre fils et son mari, mais comment on a réagi autour de vous et comment on réagit encore aujourd'hui? Eh bien, alors, je vais dire qu'à 80%, je suis entourée de gens bienveillants et de gens tolérants. Et quand ils lisent l'histoire, ils sont ravis et ils aiment cette histoire.
ils sont émus aussi. Voilà, ça se passe dans la majorité des cas. Et maintenant, c'est vrai que je commence à avoir un petit public et tout, et je suis heureuse de ça. Mais c'est très compliqué pour les 20% restants. Parce que quand je suis sur des salons, je dois affronter beaucoup de violence verbale, beaucoup de mépris. Et je ne m'attendais pas à ça. Et je n'étais pas, je crois, je n'étais pas faite pour ça. Alors, moi, je suis une émotive et parfois, je le prends dans la figure et je peux m'écrouler. Mais bon, forcément, je me relève en me disant que non. Voilà, je suis fière d'être ce que je suis et je continuerai. Et je continuerai. Alors, c'est intéressant parce que moi, je m'attendais à ce que vous me parliez de réactions difficiles dans votre entourage proche, familial, etc. Et finalement, c'est presque les visiteurs de salon qui vous renvoient en pleine face leur contrariété, leur non-acceptation. Oui, oui. Au niveau de mon entourage proche, je crois que ça ne pose plus de problème. Ça posait un problème tant que le bébé n'était pas là, parce que c'était théorique, parce que c'était voilà, la GPA, c'est la commercialisation, c'est l'horreur, enfin bon. Donc là, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres avant la naissance. Et puis quand l'enfant paraît, quand on voit ses beaux yeux bleus et son sourire, voilà, on oublie la façon dont il est fait. Et moi, je suis heureuse parce que encore hier, je promenais mon petit-fils et quelqu'un dans l'ascenseur m'a dit « Oh, mais il vous ressemble, il a votre sourire ». Alors, je suis heureuse. Non, ça vient des autres et le chemin va être encore long, je crois. C'est le sourire de l'amour. Dominique, on va découvrir du coup aujourd'hui votre prochain roman puisque vous terminez votre prochain manuscrit et vous avez choisi de parler de l'homosexualité. Alors, ma première question, c'est pourquoi? Ah, on ne vous entend pas, Dominique? Alors, je vais vous laisser peut-être régler votre micro et je vais m'adresser à Harmonia. Donc, Harmonia, vous êtes transgenre. Vous avez quitté Paris pour vous accomplir, notamment dans la littérature. Dans vos livres, vous parlez de sujets difficiles, les secrets de famille, les non-dits, l'enfance abîmée, l'inceste, mais aussi toutes ces familles régies par la dureté, l'ambition, la convenance, en tout cas dans vos romans. Alors, votre histoire, elle est belle, Harmonia. C'est votre mari qui a été votre révélation, qui vous a permis de comprendre que ce corps d'homme n'était pas le vôtre. Alors, donc, comment a réagi, là encore, votre entourage? Alors, moi, j'ai cette particularité que j'ai commencé ma transition très tard. J'ai commencé à 50 ans. Donc, mes parents, malheureusement, étaient décédés. Et donc, je n'ai pas eu, comme Chantal, à me confronter au regard de mes parents qui auraient pu, je ne sais pas, quelle aurait été leur réaction, qui auraient pu désapprouver ou condamner ou rejeter cette particularité. Alors effectivement, dans mon parcours, j'ai rencontré un homme qui a su me révéler à moi-même. C'est-à-dire qu'il a su décrypter ma particularité et ce que j'avais en moi de plus profond. Et ça, c'est vraiment un privilège parce que sans lui, je pense qu'aujourd'hui, je ne serais pas devant vous et je pense que je serais dans un autre monde. Parce qu'il m'a vraiment sauvé la vie. Ouais. Alors, moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est que vous racontez, parce que ça, on n'y pense pas, mais dans votre milieu professionnel, comment ça se passe quand on se dit à son employeur, voilà, la prochaine fois que vous me voyez, je suis une femme. Actuellement, moi, ça se passe bien parce que je suis en retraite. Donc, je suis en retraite depuis 7 ans. Mais c'est vrai que lorsque j'explique tout ça dans le premier tome d'un récit autobiographique qui s'appelle « Je suis une poupée gigogne »,
Bon, la symbolique de la poupée gigogne, c'est les deux dimensions de soi, le masculin et le féminin. Et puis, il y a aussi la symbolique du papillon qui représente l'animal qui naît de lui-même. Donc, pour revenir à votre question, moi, j'étais une militante syndicale et politique. Donc, j'avais une certaine détermination, une certaine réputation qui m'ont permis je dirais, d'affronter cette question du coming out à l'entreprise plus facilement parce que j'ai pu me renseigner, j'ai pu avoir des ressources pour affronter ça. Et j'ai fait mon coming out pendant mon activité professionnelle. Ouais. Alors ça s'est passé de cette façon. Un jour, j'ai été voir tous mes collègues. Alors, j'étais en cours de transition quand j'ai commencé mon coming out et j'étais voir tous mes collègues et je leur ai montré ma photo de femme, telle que j'étais quand j'étais en femme. Et ensuite, j'ai été voir mon DRH et je lui ai dit, voilà, après les vacances, ça sera plus Jean-Luc, parce que je m'appelais Jean-Luc, ça sera Harmonia qui viendra au travail. Et ça s'est relativement bien passé. Mais alors, est-ce que vous estimez, Harmonia, avoir eu deux vies, ou est-ce que finalement, vous avez juste évolué sur ce que vous devez être en définitive? Alors ça, c'est une grande question que je me suis posée et je suis passé par différentes phases. C'est-à-dire qu'au départ, quand j'ai terminé ma transition, je voulais tourner complètement la page. C'est-à-dire que je voulais faire table rase du passé et je voulais recommencer une nouvelle vie, ma vie de femme, puisque maintenant, civilement, médicalement et je suis pleinement accompli. Je n'ai plus rien à faire. Ma transition est achevée. Et donc, je voulais tourner la page totalement. Et donc, quand j'ai déménagé, vendu mon appartement à Villejuif et j'ai emménagé à Créteil, et j'ai commencé à nouer des relations sociales avec des gens, à m'investir dans des associations. Et je me suis vite aperçu que on ne pouvait pas faire table rase de son passé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'étais contrainte de mentir, de raconter des histoires parce qu'on me demandait comment j'avais accouché, les conversations qu'on a entre femmes, d'où venait mon prénom Harmonia, etc., etc. Et je me suis aperçu que je devais m'assumer entièrement pour pouvoir vivre de façon confortable et de façon accomplie, quoi. Et donc j'ai décidé de tout assumer. Et c'est ce récit qui m'a aidé à ça, parce que c'était une manière aussi de dire mon passé, mon présent et peut-être d'envisager les choses, mon avenir un peu plus sereinement. Est-ce que partir à 7 vous a permis justement d'accélérer cette transition? Ça n'a rien Alors, quand j'ai déménagé à 7, en fait, le déménagement à 7, c'était un vieux rêve de moi. Excusez-moi, j'ai un coup de fil. C'était un vieux rêve de moi et de mon mari, puisque l'homme qui m'avait révélé à moi-même, on s'est mariés. Et bon, on a acheté un appartement ensemble et lui, son rêve, c'était de finir ses jours au bord de la mer. Donc, le déménagement à 7 n'était pas lié à ma transition, c'était lié à un projet commun avec moi. Ouais. Et quand je suis arrivé à 7, je suis arrivé tel que j'étais, c'est-à-dire une femme qui avait eu un passé d'homme et qui l'assumait totalement. Et quand je fais des salons, alors moi, j'ai pas le même ressenti que Chantal. C'est pour ça que ça m'a beaucoup intéressé de l'écouter parce que je me suis demandé qu'est-ce qui pouvait différer entre nos deux démarches littéraires. Moi, je ne suis jamais en but à de l'agressivité, à la réprobation,
la condamnation, ça se passe toujours bien. Alors, c'est peut-être lié à ma spécificité et à mon histoire, mais j'ai jamais ce genre pour l'instant, ça arrivera peut-être un jour, puisque je fais des salons Non, c'est peut-être aussi. généralistes, hein, je vais dans tous les salons d'Occitanie et j'ai jamais de réaction hostile. Au contraire, il y a beaucoup d'intérêt. Peut-être que Chantal, elle paye. Peut-être que Chantal, elle paye cette image de grand-mère traditionnelle, finalement, qui n'est pas traditionnelle, qui est rock'n'roll. Donc, ça dérange un peu. C'est peut-être la question de la GPA qui oui, c'est beaucoup l'homoparentalité qui ne passe pas. Voilà, c'est ça. Ouais, ça. Et là, bonsoir. Et là, dans votre livre Vie rêvée, alors vous évoquez un sujet sensible, parce que votre personnage principal est homosexuel, né dans une famille musulmane pratiquante. Donc, on navigue dans l'éducation des jeunes filles musulmanes, dans l'interdiction de l'homosexualité dans la religion, la place de la femme musulmane et les rapports parfois compliqués entre le père et le reste de la famille. Vous parlez également de sujets qui sont importants pour vous, le racisme, l'intégration, l'immigration. Alors, bien sûr, la première question, c'est est-ce un roman autobiographique, est-ce une biographie ou est-ce une pure fiction? Alors, pour répondre à la question, Vie rêvée, c'est un peu un ovni, on va dire littéraire, puisque c'est à la fois entre le roman et l'essai. Et bien évidemment, il y a un peu de moi dans ce livre, et même beaucoup, parce que c'est des sujets qui me touchent beaucoup. Et je rejoins parfaitement ce que dit Chantal dans la violence et le mépris que peut engendrer l'homosexualité, l'homoparentalité et le désir d'enfant. En fait, Vie rêvée, on va dire que le cœur de Vie rêvée, c'est la tolérance. Et à partir de là, j'ai réfléchi à plusieurs sujets. Qu'est-ce qui pouvait finalement cristalliser une société, notamment la société française? Qu'est-ce qui pouvait finalement faire que certaines personnes vont rejeter d'autres citoyens? Et donc, moi, j'ai été profondément, marquée par le mariage pour tous et tout ce qu'il y a eu autour de ce sujet quand il a fallu voter la loi. Et effectivement, il y a eu des propos qui m'ont profondément choquée, et notamment pourquoi ne restent-ils pas cachés? Pourquoi veulent-ils aussi des enfants? Et donc, c'est des sujets que j'ai traités effectivement dans mon roman Vie rêvée. Donc, la première partie, comme vous l'avez très bien résumé, alors là, par rapport à Harmonia, ce n'est pas un homme qui a révélé l'homosexualité à mon héroïne, mais c'est plutôt le rêve. Donc le rêve au travers qui finalement, c'est tout ce qu'on refoule et qui peuvent être mis à jour par le rêve. Donc d'où le titre un peu Vie rêvée. Il y a beaucoup de clins d'œil tout au long du roman, mais en fait, entre la première partie et la deuxième partie du roman, il y a un aller-retour entre ces deux parties. Donc la première partie où je me concentre sur la révélation et sur l'éducation, les traditions. Et donc effectivement, cette jeune femme, elle est musulmane. Et donc pour mieux traduire le poids de la religion et des traditions et des coutumes qui peuvent peser sur nos choix de vie, j'ai voulu finalement faire un focus sur la place de la femme dans l'islam, dans la première partie. Et dans la seconde partie, c'est le désir d'enfant. Le désir d'enfant qui peut... en fait, aujourd'hui, quand on élève son enfant, eh ben, on a envie, comme le dit Chantal, les parents veulent être grands-parents un jour. Et donc, cette fille, elle a été élevée dans ce désir. Et donc, ce désir d'enfant, elle le porte. Et je traite de l'homoparentalité, de la coparentalité et de la place du père. Donc, effectivement, vous avez dit très justement tout à l'heure, Sandrine, que la première partie, je décris un peu le père, donc je suis un peu dans une vue un peu manichéenne, donc le père est décrit très violent, très brutal, et pourtant la fille, dans la seconde partie du livre, veut qu'il y ait une place, que son enfant puisse avoir un père connu. Et donc c'est là où je parle de la coparentalité et des droits finalement de la mère biologique versus la mère non biologique. Et donc, c'est des sujets qui sont d'actualité. Et donc, voilà, c'est tout ça que porte Vie rêvée, si je puis le résumer de cette manière.
C'est bien résumé. Alors, on va quand même dire que vous êtes chercheuse, mais vous êtes aussi passionnée en sciences des religions. C'est quoi votre place? Alors, est-ce que vous êtes musulmane? Je ne sais pas si vous l'êtes, mais si vous l'êtes, est-ce que vous estimez que vous êtes une femme moderne dans un islam moderne? En fait, c'est pour ça que la première partie, je reviens à ce que c'est que l'islam et ce qu'a voulu l'islam finalement en termes de droits des femmes et de la place de la femme. Et en fait, je décortique, je reviens à l'essence même de l'islam et finalement, c'est là où j'ai fait plusieurs recherches. C'est une première partie qui est très documentée, où je montre, en tout cas au travers des récits et puis des témoignages, et même en me basant sur le Coran lui-même, que finalement l'islam, ça a été presque la première religion à donner autant de droits aux femmes, qui a recherché une certaine égalité. Et ça, on semble l'oublier parce que finalement, j'explique comment les femmes ont perdu de leur pouvoir dès le lendemain, dès la mort du prophète. Et donc, c'est ce que j'explique un peu, c'est qu'aujourd'hui, en fait, la religion musulmane, c'est plutôt une philosophie de vie. Et c'est comme ça qu'on doit la comprendre. Et aujourd'hui, elle est dévoyée. Et effectivement, les attentats qu'on a vécus en France en 2015, les attentats de Charlie Hebdo, etc., m'ont profondément choquée en tant qu'effectivement, j'ai été élevée dans la tradition musulmane. Et donc, c'est quelque chose sur lequel je reviens dessus, puisque ça a été aussi un traumatisme pour beaucoup de musulmans français. Et je pose la question de l'identité française. Qu'est-ce qu'être français né de parents étrangers? Donc ça aussi, je le traite dans Vie rêvée, puisque Vie rêvée, c'est une tranche de vie, la tranche de vie de cette jeune femme qui se révèle homosexuelle, qui finalement qui a le poids des traditions, de la coutume, des coutumes et de la religion, mais aussi de la société, au travers de tout ce qu'on a pu entendre, par exemple, dans la société française, quand on a voulu voter le mariage pour tous, et finalement, quels sont les droits des homosexuels en France. Donc voilà, ça c'est ma réflexion, c'est ce que j'ai voulu finalement... j'ai choisi la première personne pour ce roman, simplement pour permettre à chaque lecteur d'avoir une immersion dans la tête de cette jeune femme et de se poser, de voir les choses à travers ses yeux. Comment elle voit la société, comment elle l'analyse, comment elle décortique. Et c'est mon côté chercheur, puisque en fait, je suis habituée à décortiquer les choses de cette manière. Chantal, vous faites beaucoup de salons. Oui. Je sais que vous touchez beaucoup de visiteurs. Je le vois dans vos posts. Est-ce que vous avez rencontré des grands-mères qui ont traversé cette même histoire familiale, une histoire proche, et qui n'ont pas eu soit la formidable présence auprès de leurs enfants, soit qui n'ont pas suggéré? Est-ce que vous avez des femmes qui sont admiratives de votre travail, de votre parcours, de votre histoire, de votre relation avec votre fils? Est-ce qu'il y a des témoignages comme ça qui viennent à vous? Alors, des femmes au niveau de la GPA, pas beaucoup. Ça reste quand même extrêmement, on va dire, privé. Enfin, voilà, non, il n'y a pas beaucoup de femmes. Par contre, j'ai rencontré beaucoup de grand-mères, de femmes homosexuelles qui ont des enfants en PMA. Ça j'en vois assez régulièrement sur les salons. Ça semble beaucoup plus admis quand c'est deux femmes. Je ne sais pas pourquoi, mais la PMA est beaucoup plus acquise que la GPA. Deux hommes qui font un enfant, comment je peux vous résumer ça? Moi, on m'a dit sur un salon, on m'a dit, il n'y a pas de ça chez nous. Hein. Bon, voilà, il n'y a pas de ça chez nous. Bon, voilà. Après, oui, je rencontre beaucoup de femmes qui ont appris que leurs enfants, parfois un, parfois plusieurs, dans leur famille, sont homosexuels. Voilà, il y en a qui l'admettent. Il n'y a pas de règles, mais beaucoup de parents restent derrière leurs enfants, c'est-à-dire ne montent pas au créneau.
Et c'est vrai que, je pense que c'est grâce à ça que j'ai obtenu ce prix. C'est parce que c'est la première fois que la grand-mère monte au créneau sur ce sujet de la GPA. Des livres de la GPA, sur la GPA, il y a les papas célèbres qui les ont écrits. Il y a de la fiction aujourd'hui. Bon, voilà, ça devient de plus en plus connu du grand public. Mais les parents restent derrière. Moi, on m'a souvent dit, oh, ben, ils sont comme ça, faut bien les admettre, faut bien les aimer. Et où on m'a dit aussi des tas de choses horribles comme bah, les animaux aussi sont homosexuels. Enfin bon, voilà. On entend un peu de tout, mais dans l'ensemble, une fois la surprise passée, voilà, on dit bon bah ils sont heureux, alors voilà, il faut bien les aimer. Je trouve ça alors, toujours Dominique, en espérant que le micro marche maintenant. Dominique, donc, je vous posais la question de savoir pourquoi vous avez envie d'écrire un roman lié, parce que je ne l'ai pas lu, hein, c'est un manuscrit pour l'instant, donc je ne sais pas encore ce qu'il y a dedans, mais en tout cas lié à l'homosexualité. Ouais, ça marche toujours pas. On n'entend vraiment pas Dominique. Dominique, il y a un problème de micro, on ne vous entend pas. Peut-être de volume. Non, et pourtant votre micro est ouvert, mais on ne vous entend pas. Je vais demander à Harmonia, je vous laisse regarder s'il y a quelque chose que vous pouvez faire. Harmonia, même question un peu qu'à Chantal. Vous faites beaucoup de salons, vous l'avez dit. Oui. Mais est-ce qu'il y a des visites de lecteurs qui vous ont plus touché que d'autres? Est-ce que vous avez eu l'impression, en écrivant, puis en parlant, en racontant, d'avoir aidé certains? Est-ce qu'ils vous ont témoigné? Ah oui, j'ai apporté beaucoup d'aide à certaines personnes. Alors moi je dis toujours, je ne suis pas qualifié pour aider les personnes qui vivent cette particularité à franchir des étapes, à choisir les bons praticiens, etc., à faire les bons choix. Je partage mon expérience qui est la mienne et qui ne ressemble à aucune autre, parce que tous les parcours sont uniques. On est tous des modèles uniques, hein, que ce soit pour la transidentité ou pour autre chose, on est tous des modèles uniques. Mais ce que j'apporte, c'est une image différente de la transsexualité, c'est-à-dire que dans ce qu'on appelle le truc commun, enfin les conceptions communes, on pense transsexualité, prostitution, suicide, grande folle, drag queen, tout ça. Hein, c'est les trucs qui circulent. Mais en réalité, moi, mon parcours, il a été très très simple, je veux dire. Il n'y a pas eu, j'ai pas fait de tentative de suicide, je me suis pas prostitué, j'ai pas fait du transformisme, j'ai pas travaillé dans un cabaret, parce que beaucoup de parcours de personnes trans comportent ces aspects. J'ai eu un parcours réussi et plus ou moins heureux, quoi, hein, on va dire. Bon, j'ai affronté quand même des situations un peu compliquées, mais dans l'ensemble, je me plains pas, quoi. Et c'est en apportant cette vision, cette image d'une transition réussie et heureuse que j'apporte, je pense, du réconfort à certaines personnes qui se posent, notamment les parents. Je rencontre beaucoup de parents qui ont des enfants qui traversent qui ont cette particularité, notamment ma belle-fille dont le fils, ma belle-fille de cœur, parce que c'est pas ma belle-fille de sang, dont le fils, enfin la fille, fait un parcours vers le genre masculin. Et donc j'apporte beaucoup de réconfort à ces gens-là, et je donne aussi des adresses ou des pistes pour se réaliser, mais je ne conseille pas, parce que je ne suis pas qualifié pour ça, et je veux pas influencer des personnes et les envoyer sur des pistes ou sur des chemins qui ne leur correspondent pas,
parce que chaque parcours est différente, unique et particulier. Et on ne peut pas décider à la place des gens et les conduire à des prises de décision qui seraient mauvaises pour eux. Alors, elle a la même question, ou presque pour vous aussi. Est-ce que votre livre aide ceux qui vivent cette situation? Est-ce que vous avez reçu des témoignages, notamment des témoignages de jeunes femmes musulmanes ou de jeunes garçons musulmans qui n'ont pas su gérer à cause justement du poids de la religion et du poids culturel? Oui, tout à fait. J'ai eu beaucoup de témoignages finalement de jeunes filles de confession juive et musulmane, puisque ces deux religions se ressemblent beaucoup finalement, avec cette relation particulière aux parents notamment. Et effectivement, tout à l'heure, il me semble que c'est Harmonia qui parlait du regard des parents. Le regard des parents est très important, le fait de ne pas vouloir décevoir ses parents, de ne pas finalement avoir une éducation à quelque part de parents voilà, assez religieuses, et puis de se dire, bah, comme c'est interdit par la religion, finalement ce que je fais n'est pas permis, est-ce que je vais décevoir mes parents, etc. Et donc ça, je l'aborde finalement dans Vie rêvée. Et je décortique en fait entre finalement ce comportement, nos désirs finalement ne peuvent pas finalement coller aux aspirations des parents, et qu'à un moment donné, ben, l'enfant se construit par lui-même et pour lui-même. Et quand on est parent, il n'y a rien de beau que de voir son enfant épanoui. Et donc, c'est un peu le message de Vie rêvée, finalement. C'est, quelle que soit la religion, quelle religion, finalement, pourrait s'opposer à l'amour entre deux personnes, finalement. Donc, en vérité, le parcours est encore plus difficile pour un enfant élevé dans une religion assez stricte, puisque finalement, il y a la culpabilité en plus du reste. Tout à fait. Et c'est comme ça que je décris la relation avec la mère, finalement, qui est fusionnelle dans la première partie du roman. Et dans la deuxième partie, quand la jeune fille essaye de vivre sa propre vie, c'est la mère qui va être un peu, voilà, qui va tenir ce rôle voilà, comment dire, qui va quelque part représenter cette tradition, ces coutumes, cette religion, et peser comme elle peut, finalement, parce qu'elle sent que sa fille va peut-être lui échapper, d'essayer de la contraindre de revenir sur le chemin. Et en fait, c'est cette relation que je décris. Finalement, le père, je le décris un peu violent dans la première partie voilà, du livre, et dans la deuxième partie, on a ce côté un peu plus humain du père, et c'est la mère qui prend un peu le côté sombre. Et donc, voilà, je joue un peu avec les personnages pour finalement amener le lecteur à sa propre réflexion, et finalement voir comment cette jeune fille va pouvoir s'émanciper. Est-ce que vous, dans tous les témoignages que vous avez pu recevoir, cette histoire qui se finit bien, où le père, en tout cas, est dans l'acceptation, est-ce que vous avez vu plus de familles où, au contraire, il y avait une non-acceptance, qu'il y avait une scission entre l'enfant et les parents? Ça, c'est quelque chose que vous avez vu ça dans les discussions que vous avez eues avec les différentes personnes avec qui vous avez parlé? Alors, dans les discussions, j'ai un peu de tout. J'ai des personnes qui prennent leur courage, parce que c'est vraiment un courage. On parle de courage et puis de vouloir vivre sa propre vie. Et donc, qui finalement imposent à leur famille ce schéma non conventionnel. Et dans la majorité des cas, s'il y a plus de non-dits, on accepte sans le dire. Donc, il y a cette... voilà, il y a un peu cette... acceptation de facto. Voilà, de pacte entre l'enfant et les parents, qui finalement voient que l'enfant s'épanouit en tant qu'adulte, avec une vie de famille finalement très heureuse, et rien que de voir ça, voilà, il y a une acceptation qui arrive au fil du temps. Et ça, c'est très touchant, et ouais. Beaucoup de personnes voilà, se reconnaissent dans ce récit. Alors Dominique, est-ce que la troisième sera la bonne?
Eh bien, peut-être Dominique, est-ce que vous voulez pas, qu'il faut retirer votre connexion ouais, aux écouteurs? C'est peut-être ça qui… débranche les écouteurs. Oui, si vous voulez bien débrancher vos écouteurs. Ouais. Non, la connexion de l'écouteur à votre téléphone ou à votre ordinateur, est-ce que c'est mieux? Eh bien non. Dominique, je vous propose qu'on se retrouve en fin d'émission. On fera une séquence à part et puis on va continuer avec les autres invités. Ma question pour vous tous, est-ce que vous estimez que le monde a foncièrement changé depuis les dernières décennies? C'est vrai qu'on voit beaucoup d'artistes, beaucoup de personnalités très à l'aise avec leur homosexualité. Alors, comme ça, on a l'impression que, à part quelques homophobes, c'est plus vraiment un problème, mais on en est réellement aujourd'hui. Alors, je vous ai entendu, Chantal, sur les propos parfois très malveillants que vous avez reçus, mais j'aimerais votre réaction à tous. Harmonia est là. Est-ce qu'aujourd'hui, le monde a vraiment changé? Alors, les mentalités évoluent. Alors pour ce qui me concerne, ma particularité, et après je ne veux pas parler de choses que je ne connais pas, mais en ce qui me concerne, je trouve que les mentalités évoluent. En revanche, les législations et les droits n'évoluent pas beaucoup. C'est un peu ça qui pose problème, parce que moi je vois toutes les épreuves que j'ai dû affronter dans mon parcours, notamment les questions juridiques. Où j'ai dû prendre un avocat, où j'ai dû payer 2000 €, où j'ai dû passer devant le tribunal des affaires familiales pour pouvoir changer d'état civil. Au travail, dans mon activité professionnelle, j'ai eu un mal de chien à faire accepter mon prénom. Rien que ça dans la messagerie interne à l'entreprise, avant que je change officiellement d'état civil, mon prénom n'a jamais été reconnu. Donc là, au niveau des entreprises, il y a aussi des évolutions à faire pour permettre aux personnes qui commencent une transition de pouvoir tout de suite se faire accepter en tant que femme. Donc, j'envoyais des mails avec mon identité masculine et je parlais au féminin. Donc, c'était vraiment une souffrance. Donc, il y a tout un tas de choses qui ont besoin d'évoluer et qui n'évoluent pas assez vite. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que la législation sur le changement d'état civil a changé, puisqu'aujourd'hui, on peut changer d'état civil. Enfin, on ne peut plus vous refuser votre état civil pour des raisons médicales. Mais il n'en reste pas moins qu'il faut prendre un avocat, il faut monter un dossier, il faut recueillir des témoignages, il faut passer devant un juge. Et le juge, eh ben, il a le droit de vie et de mort sur vous, quasiment, puisque lui, il peut décider en son âme et conscience que non, finalement, vous ne pourrez pas changer d'état civil. Ah oui? Vous ne pourrez pas vous accomplir en tant que femme. Oui, le juge a toujours ce pouvoir discrétionnaire, vous voyez. Et récemment, j'ai eu une amie qui a dû faire appel. Bon, ça s'est bien passé. L'appel elle a dû changer de juridiction et elle a dû faire appel dans une autre juridiction parce que le juge avait refusé de valider son changement d'état civil. C'est intéressant, c'est vrai. Donc les mentalités évoluent. Moi, je le sens que les mentalités évoluent. Bon, il y a encore des personnes qui sont enquistées dans une vision binaire de la société et des personnes et qui n'accepteront jamais la transidentité. Mais je sens que dans les mentalités, il y a des choses qui évoluent pas. En revanche, je vous dis, au niveau droit et législation, là, ça avance très lentement. Et la France, on est encore à la traîne. Pour ça, alors, et pour d'autres choses aussi. Moi, si je peux rajouter quelque chose, je suis tout à fait d'accord avec Harmonia. Oui, la législation peine encore. Moi, je sais que par exemple, pour la reconnaissance de la paternité de mon fils, il a fallu 1 an, il a fallu encore des avocats. Et oui, les juges ont pouvoir de vie et de mort sur toutes ces affaires-là.
On a eu de la chance, le juge a bien voulu reconnaître et tout s'est réglé. Mais oui, c'est un gros problème. Et à l'évolution des mentalités, il est évident que les mentalités changent et c'est tant mieux. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'homophobie change de visage. C'est comme le racisme d'ailleurs. L'homophobie et le racisme sont maintenant complètement décomplexés. On a le droit de dire ce que l'on veut, on est sous couvert de la liberté d'expression, on peut dire ce que l'on veut. Et ça, c'est un peu embêtant. Ouais, c'est vrai. C'est intéressant, c'est ce que vous ressentez, Chantal. Vous ressentez c'est ce que j'ai ressenti aussi quand je suis allée récupérer mon prix. J'ai vu beaucoup d'auteurs. Il y a eu 40 prix qui ont été donnés ce soir-là. Et j'ai entendu beaucoup d'auteurs LGBT+, etc., parler de leurs problèmes. Par exemple, des problèmes d'édition, des correcteurs qui refusent de corriger des manuscrits parce que ça ne correspond pas à leurs idées, des éditeurs qui veulent pas éditer. Et quand on me demande à moi, mais oui, mais pourquoi un prix du roman gay, pourquoi cette spécificité? Eh bien, ça me concerne pas moi, mais ça concerne des milliers d'auteurs qui ne peuvent pas être édités ailleurs et qui ne peuvent pas être primés ailleurs. Et ça, c'est encore bien embêtant. Et là, je m'adresse à vous maintenant, je m'adresse à la chercheuse. Est-ce que vous avez travaillé sur justement cette évolution? Est-ce qu'elle est chiffrée? Est-ce que on peut dire que oui, les ressentis sont différents aujourd'hui qu'il y a même 10 ans? Comment la chercheuse, enfin, quel regard porte la chercheuse sur cette question? Alors, sur la France, en fait, les chiffres sont très difficiles. On a de plus en plus, ce qui est certain, de plus en plus d'enfants qui naissent voilà, dans des familles homoparentales. On commence à avoir du recul par rapport aux États-Unis qui étaient, ou le Canada qui étaient en avance. Effectivement, il y a un changement de mentalité et je rejoins tout à fait ce que dit Chantal sur le changement de la perception. L'homophobie, finalement, elle est décomplexée de plus en plus. Sur la transidentité, on va dire que c'est plus la transidentité au plus jeune âge qui dérange plus. Il y a une cristallisation de la société française autour des questions comment on aborde la sexualité et l'homosexualité aux enfants. Il y a beaucoup de fake news, de gens voilà, qui surfent et de politiques qui surfent de plus en plus sur ces thèmes-là pour essayer effectivement et ça décomplexe encore plus l'homophobie. Et ça me choque profondément aujourd'hui et on le voit au travers même d'émissions. France 2 commence à faire une émission sur les travestis. Je sais plus, voilà. Et donc là aussi, on voit qu'il y a une déferlante sur ce thème-là. Les gens voilà, se permettent de dire des choses qu'on n'aurait pas forcément dit il y a quelques années. Je trouve que c'est des sujets qui sont assez sensibles. Et par rapport aux enfants, et moi je vais revenir sur l'homoparentalité, je rejoins parfaitement, il y a un retard au niveau de tout ce qui est juridique. Les droits des parents non biologiques. Aujourd'hui, effectivement, quand le père est biologique ou la mère est biologique, tout va bien. Mais la reconnaissance des droits du parent non biologique est voilà, c'est un parcours du combattant. Il faut savoir que pour les mères non biologiques, là aussi, il faut c'est un parcours sans fin. Et le juge, voilà, c'est le juge qui décide. Donc ça, c'est ce qu'il faut souligner. Aujourd'hui, voilà, la société française essaie de progresser sur ces questions-là, mais il y a beaucoup de réticences. Voilà. C'est intéressant de vous entendre tous sur ce sujet. C'est vrai que je pense que si on n'y est pas confronté, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte que le juridique peine à ce niveau-là et qu'on ne se rend pas compte qu'aujourd'hui, c'est encore dans les mains d'un juge. C'est vrai que moi, je pensais que
c'était un peu, effectivement, un peu un chemin de croix parfois, mais que voilà, que au bout de ce chemin de croix, il y avait la décision finale et qu'elle était positive parce que voilà, on imagine qu'avec les lois qui sont passées, tout coulait de source. Donc c'est intéressant de vous entendre. Dominique. Bonsoir Dominique. Est-ce que vous m'entendez? Ah, ça Oui, marche. ça marche. On est ravis. Dominique, je reviens donc sur ma première question, Oui. qui était effectivement de savoir pourquoi vous avez eu envie d'écrire ce sujet. Alors, en fait, j'ai toujours été touchée en fait par ces questions parce que j'ai des amis, notamment des amis proches, qui sont concernés. Hein, voilà, et puis parce que, comme disait tout à l'heure l'une d'entre nous, c'est aussi cette intolérance en fait qui me bouleverse en fait. Donc, je pense que tout naturellement, j'ai consacré. Alors, mon livre ne parle pas que de ça. J'ai des personnages hétéros, mais j'ai aussi parce qu'en fait, c'est un livre en fait qui déroule sur plusieurs générations. Et c'est vrai que j'ai 3 personnages qui sont dont un homme et 2 femmes qui sont homosexuels et en fait qui vivent à des périodes différentes et qui vivent donc cette différence avec beaucoup de difficultés, comme vous pouvez l'imaginer. Donc, il y en a qui vit au milieu du 19e siècle, une autre qui en fait, un autre qui vit, on va dire, au début du 20e siècle, au milieu du 20e. En fait, ça se passe sur plusieurs années. Et la dernière, en fait, donc, qui est mon héroïne, en fait, hein, qui va elle-même découvrir aussi cette altérité en elle, qu'elle n'avait pas su déceler tout de suite, mais elle va réaliser, en fait, qu'elle n'est pas, que c'est difficile, mais qu'en fait, cette difficulté qu'elle a à vivre pour diverses raisons. Je ne vais pas tout révéler non plus, parce que le livre n'est pas encore pas. Et en fait, ça va aussi lui permettre d'avancer dans la vie, en fait, tout simplement. Alors, comment vous avez travaillé? Est-ce que vous avez longuement discuté justement avec ces personnes qui vous entourent? Vous avez beaucoup lu? Comment on rentre un peu dans la peau d'un personnage qu'on n'est pas? Alors, c'est vrai pour toute fiction, hein, c'est vrai, mais ouais. Sur ce cas précis, comment vous avez travaillé vos personnages? Avec de la sensibilité. Alors, c'est peut-être pas. Certains me diront que ça suffit peut-être pas, mais c'est vrai que en essayant comme pour d'autres. Mon livre précédent, j'avais parlé du deuil. C'est des choses que je n'ai pas forcément vécues, mais qui, en fait, je pense l'avoir expérimenté différemment. Mais c'est vrai que certains de mes proches qui avaient pu, d'amis qui avaient pu les vivre, m'avaient dit que bon, j'avais extrêmement bien retranscrit en fait ce que ressentaient mes personnages. Et en tout cas, l'un de mes personnages. Là, c'est vrai que je ne l'ai pas, je ne le vis pas, mais en même temps, j'ai essayé d'imaginer ce que pouvait ressentir effectivement une personne qui est confrontée à une différence en fait. Maintenant, il y aura toujours peut-être des personnes pour dire que ça n'est pas la même chose, mais en tout cas, c'était aussi un témoignage, quelque chose. Je voulais essayer aussi de parler de cette intolérance en fait qui traverse les époques, qui n'a jamais cessé finalement, même si effectivement on parle davantage de tolérance, et en écoutant les uns et les autres, l'une et les autres, je réalise aussi que elle est toujours là, cette intolérance en fait, elle continue à nous faire du mal, et puis voilà, c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre. Mais est-ce que Dominique, vous auriez écrit ce livre 10 ans plus tôt? Est-ce que aujourd'hui, enfin voilà, même question, est-ce que
Alors, j'ai bien compris il reste beaucoup d'entraves, mais est-ce que vous, en tant qu'auteur, vous auriez écrit avec ces personnages-là il y a 10 ans? Est-ce que c'est pas plus facile d'écrire aujourd'hui quand même? Bah, en fait, ce sont des sujets qui m'ont toujours touchée, en fait. Et je pense que j'aurais pu en parler. Alors, évidemment, vous me direz, il y a une actualité, hein, et depuis aussi le mariage pour tous, toutes ces questions, toutes les agressions dont sont victimes, en fait, les personnes justement qui vivent cette différence, enfin, je n'ai pas cessé d'être, en fait, bouleversée par ça, parce que je trouve ça absolument insupportable. Et c'est aussi pour ça que mes personnages se sont imposés naturellement. Voilà, j'ai des personnages hétéros, des personnages homo, voilà, La vie, quoi. La vie, c'est comme ça que je vois la vie, en fait. C'est ma conception voilà, parce que je ne supporte pas l'intolérance et puis j'ai aussi, de par mon métier de journaliste aussi, beaucoup rencontré de personnes. Donc c'est vrai que ça m'a aussi sans doute toujours. J'aime les gens, donc quand on aime les gens, je pense qu'on essaie d'être aussi de faire preuve de tolérance et de compréhension. Et je suis sensible aussi, donc tout à l'heure l'une d'entre nous parlait de sensibilité. Voilà, je pense que c'est des choses qui me touchent profondément. Voilà, alors, une minute, on va faire le tour de table pour présenter son ou ses livres. Chantal, une minute pour présenter ce livre dont on a déjà beaucoup parlé. Au fait, il faut que je vous dise, est une aventure familiale. C'est un récit à deux voix. La mère, le fils, chaque génération va donner son point de vue sur l'éducation, l'homosexualité, l'homoparentalité et sur toutes les différences quelles qu'elles soient. C'est surtout un roman sur l'amour et la tolérance et que tout le monde peut lire, pas seulement les personnes concernées. Et d'ailleurs, je suis extrêmement contente que la majorité de mes lecteurs soient non concernés par ce sujet. Harmonia, alors peut-être les deux livres autobiographiques. Alors, on va parler de cela. C'est mon récit autobiographique qui s'appelle Je suis une poupée gigogne. Alors, une petite particularité, c'est que donc il y a deux tomes et en septembre va apparaître l'intégrale. C'est-à-dire que je vais scinder je vais rassembler les deux tomes et il y aura une édition complète de ces deux livres dans un seul volume. Donc c'est l'histoire de ma transition. Alors celui-là, le premier, je sais plus comment on fait. Le premier est vraiment sur le parcours proprement dit, avec toutes les étapes professionnelles, juridiques, familiales, psychologiques, etc., médicales aussi. Et le deuxième, donc j'avais envie d'aborder d'autres questions sur l'acceptation de soi, sur la foi, sur l'esthétique, sur tout un tas de thèmes philosophiques que je n'avais pas abordé dans le premier. Voilà. Donc, et là, on essaie de résumer, c'est bon, on essaie de résumer. Tout d'abord, Sandrine, moi je voulais vraiment vous remercier parce que ce sujet sur l'homosexualité, voilà, c'est un sujet sur lequel moi j'ai beaucoup travaillé pour écrire donc, mon roman qui s'appelle Vie rêvée. Il faut savoir que jusque dans les années 1990, au début des années 1990, l'homosexualité était considérée comme un délit. Et même comme une maladie mentale. Et ça, on semble l'oublier, c'était hier. Aujourd'hui, effectivement, en France, on a le mariage pour tous, on a des droits qui ont évolué, mais il reste beaucoup à faire sur ces questions-là. Donc, Vie rêvée, c'est la tolérance, c'est l'amour de l'autre. De quel droit va-t-on imposer quoi que ce soit à qui que ce soit? Donc, c'est une réflexion, c'est une balade philosophique, c'est une tranche de vie. J'aborde la place de la femme dans l'islam. Effectivement, la religion peut être un moyen aussi de pression
qu'on peut exercer sur l'autre pour ne pas pouvoir vivre sa propre vie, la société, les traditions, les coutumes, etc. Et donc, c'est ce que j'ai voulu quelque part exprimer dans ce roman d'essai. Et effectivement, tous mes lecteurs ont beaucoup appris sur la religion musulmane. Moi, j'ai appris aussi sur moi-même parce que j'ai été en totale immersion avec mon personnage parce que je l'ai rédigé pendant le confinement. Donc, ça a été une période propice d'introspection pour moi. Et voilà, c'est mon premier roman que je partage avec vous. Et j'espère que, voilà, que vous l'apprécierez aussi. Merci beaucoup. Merci Ella. Dominique, donc ce manuscrit qui n'est pas encore sorti, qui devrait sortir bientôt, parce que je crois qu'il y a déjà des maisons d'édition intéressées. Alors, un petit résumé de ce manuscrit? Alors en fait, c'est une fresque familiale, hein, c'est l'histoire en fait de deux familles. Ça s'étend sur on va dire un peu plus de 100 ans. Ça se passe en France, mais ça se passe aussi au Canada. Donc en fait, ce sont des personnages en fait qui sont profondément touchés par l'absence, notamment des pères dans ces familles, et c'est aussi l'histoire de femmes. Donc l'histoire de femmes qui prennent leur destin en main parce qu'effectivement à certaines périodes c'était encore plus difficile qu'à notre époque, même si ça l'est parfois encore. Et puis aussi, c'est des destins contrariés parce que ce sont des amours contrariés par rapport à effectivement le sujet dont on parle, mais pas que. Donc en fait, voilà, j'espère qu'il sera publié cette année. En tout cas, s'il est en 2024, normalement, il s'appellera Les Absents, mais c'est encore un titre provisoire. Voilà. Alors, merci à vous. Vous restez tous là, puisqu'on va traverser l'Atlantique. On va rejoindre Tanguy Colombel à 1 heure de Miami. Et il a aussi pas mal de choses à nous dire. On traverse maintenant l'Atlantique et on se retrouve en Floride, du côté de Palm Beach, avec Tanguy. Bonjour Tanguy. Ah, stop. J'ai oublié le bouquin. Direction à présent la Floride, on traverse l'Atlantique et on retrouve Tanguy, le plus breton des Floridiens, du côté de Palm Beach. Bonjour Tanguy. Bonjour Sandrine. Alors Tanguy, je précise, vous n'avez pas vous écrit sur le sujet, mais vous êtes très à l'aise dans votre vie avec un mari adorable et une vie parfaite ou presque en Floride. Petite question, vous avez toujours eu cette facilité d'annoncer votre homosexualité ou les choses ont vraiment changé un peu partout, vous permettant en tout cas pour vous et pour les autres de lever les tabous? Alors, je pense que comme tout adolescent qui se cherchait, c'était assez compliqué. Surtout, c'était assez compliqué dans ma ville natale, qui est une petite ville. Même à l'université à Rennes, ça a été assez compliqué. Je ne savais, d'ailleurs, je ne savais même pas moi-même. Je ne savais pas exactement ce que j'étais. C'est quand je suis arrivé à Paris et que j'ai vu la facilité avec laquelle les gens en parlaient, que je me suis lâché, que je me suis dit, c'est bon, je peux y aller, je peux parler de mon homosexualité. Et je pense qu'il y a eu un effet pervers à ça, c'est-à-dire que finalement, les gens avaient tellement de facilité à en parler qu'au tout début de ma vie à Paris, j'avais tendance à le dire à tort et à travers, quoi. Et je pense que c'était un effet pervers, parce que je pense qu'il faut garder aussi une certaine un peu de secret sur soi-même. On n'est pas obligé de débarquer chez les gens et dire bonjour, je suis pédé, quoi. Ça me semblait Donc, je pense qu'il y a eu, je me suis tellement empêché de le dire pendant des années dans ma ville natale. Encore une fois, je ne le savais pas vraiment, mais en tout cas, à Rennes, je le savais quand même plus ou moins. Mais je me suis j'ai tu l'information. Quand je suis arrivé à Paris, il y a eu une espèce d'explosion et je le disais à tort et à travers. Et puis, voilà, on prend de l'âge, on prend de la bouteille, on devient un peu plus sage et puis on apprend à garder son jardin secret. Et si les gens en face veulent savoir ce que je suis, je me permets de leur dire, mais voilà, je ne le crie plus sur les toits. Alors, vous venez en plus d'une famille traditionnelle bretonne, même si elle était fabuleusement un peu déjantée, on peut le lire dans votre livre. D'ailleurs, il faut lire le livre pour comprendre l'attachement que le lecteur a pour cette famille aimante, parce que quand on ferme le livre, on a envie de rentrer chez vous. Comment dans cette famille a été prise cette découverte de votre homosexualité?
Alors c'est drôle parce que je suis en train d'écrire la suite et j'écris un chapitre entier consacré justement à mon coming out, c'est-à-dire au fait que je le dise, je l'annonce à ma famille. J'ai eu beaucoup d'inquiétudes par rapport à eux parce que, en effet, vous le dites, il y a quand même une certaine. Ma famille est une famille croyante, religieuse, etc. Et j'ai été élevé dans un monde d'église et de curés, etc. Où c'était pas super bien vu, quoi. Donc j'ai eu quelques petites complets. Désolé, il y a mon chat à la porte. Mais vous pouvez aller chercher le chat. Voilà. C'est les joies du direct. Les joies du direct, voilà. Voilà. Mais donc, j'en étais au fait que c'était un petit peu. J'avais peur de le leur dire. Et puis, en arrivant à Paris, je me suis émancipé, j'ai compris ce que j'étais, et il a fallu le leur avouer. Le leur avouer, j'avais à peu près 20 ans. Et ça s'est passé au téléphone. Ma mère m'appelle, me dit comment vas-tu? Je dis j'ai quelque chose à te dire. Je pense qu'elle savait. Elle m'a dit viens, reviens. Donc j'ai fait Paris-Bretagne et arrivé à la Bretagne, j'ai tout balancé, mais comme je suis bien organisé, j'avais fait tout un petit topo pour leur expliquer qu'il y avait plein de gens qui étaient comme moi, surtout des gens très connus, des gens qu'elle admirait. Ça se passait bien. Et que ça se passait bien. Et donc, dans la voiture qui nous a ramenés de la gare jusqu'à la maison, je lui dis, bah, tu sais, voilà, Jean Marais, il l'était. Et ma mère, oh non, pas Jean Marais, c'est pas possible. Elle avait une admiration folle pour lui. Elle était folle amoureuse de Jean Marais. Et voilà, ce genre Ah non, pas Cary Grant. Voilà. Mais je pense qu'elle avait plus d'amour pour Jean Marais que pour... c'était quand même son héros de KPDP. Mais tu aurais dû t'en douter, maman. Le mec, il était en bas et avec des petites collerettes à longueur de temps. Mais voilà, donc ça s'est bien passé et ça s'est quand même très, très bien passé. J'ai eu vraiment de la chance d'avoir eu... Enfin, si on lit le livre, on comprend que, voilà, évidemment, mes parents, ils allaient m'accueillir, quel que soit le genre que je me choisissais, quoi. Donc, en tout cas, le choix de vie que je faisais. Et ce qui est extraordinaire, parce qu'on parle comme on est dans une émission de littérature, c'est que ma mère, à chaque fois qu'elle avait un message à nous faire passer, elle nous offrait un bouquin. Et moi, donc on s'est parlé le soir, je suis resté 2-3 jours à la maison, et au bout de 2-3 jours, à côté sur la table du petit déjeuner, je trouve un paquet. Donc j'ouvre le paquet, et évidemment, c'est un livre. Et elle me dit, écoute, j'ai trouvé ce livre-là, j'ai demandé à la libraire, quelque chose qui parle d'homosexualité, et elle lui a donné Querelle de Brest de Jean Genet, qu'elle n'avait pas lu. Et donc elle me dit, écoute, j'espère que tu trouveras les informations dont tu as besoin dans ce livre. Et en fait, le livre, c'est une espèce de guide de la bacchanale, c'est absolument obscène à toutes les pages. Et je ne le lui ai jamais dit. Mais disons qu'il y a une chose, je l'ai lu de bout en bout, hein, c'est un peu comme 50 Shades of Grey, ça n'arrête pas toutes les pages pardonnez l'expression, mais de baiser. Et donc je l'ai lu avec un certain intérêt, c'était un peu émoustillant, mais en tout cas, je me suis toujours dit une chose, c'est que ce ne sera jamais la vie que je compte avoir. C'est pas comme ça que j'envisageais mon avenir. Voilà, donc au moins... Merci, maman. Merci, maman. Ce livre m'aura permis de comprendre ce que je ne ferai pas. Je ne veux pas. Alors, même question pour Harmonia. Alors, même si on a compris que vous étiez très à l'aise dans votre environnement, est-ce que quand même, ça a été un pas important de partir en Floride? Alors, je sais que vous avez suivi votre mari, mais est-ce que ça a été un pas important? Est-ce que ça a été une nouvelle vie, une nouvelle ouverture sur d'autres choses? Et est-ce que aujourd'hui, vous trouvez un nouvel environnement par rapport à ce que vous êtes, à ce que vous défendez? J'étais très à l'aise à Paris. Très à l'aise à Paris, j'avais absolument aucun problème. Quand j'ai rejoint mon mari, ça s'est fait assez naturellement. Les gens ont compris. Quand je suis arrivé aux États-Unis, je pense que je me suis un peu refermé. On n'a pas étalé notre vie au grand jour. Par pudeur déjà, et puis parce qu'encore une fois, on est des immigrés et on préfère garder un profil bas pour
Parce que voilà, on vient d'arriver, on ne veut pas choquer les gens, etc. Et puis on essaie d'apprendre à comprendre son environnement. Est-ce que les gens sont en mesure d'accepter autour de nous? Donc, on y est vraiment allé à pas de velours. Et en fait, on a compris que le sud de la Floride est extrêmement ouvert. Même, en fait, on a des amis conservateurs et libéraux, je dirais, des gens de droite et de gauche. Et sincèrement, ça ne pose problème à personne. Mais je pense qu'il y a une chose qui est importante, c'est qu'encore une fois, on y est allé à pas de velours. C'est-à-dire qu'on n'a pas imposé notre mode de vie à qui que ce soit. Les gens ont cherché à nous découvrir. On leur a parlé de nous, mais on n'est pas arrivé, on s'est pas imposé. On n'a pas imposé notre mode de vie à qui que ce soit. Je pense qu'il faut fallait vraiment. On aurait déménagé dans une autre ville en France, ça aurait été différent. Mais là, on arrive dans une autre ville, un autre environnement et un autre pays, notre culture. Je pense qu'il fallait vraiment la jouer soft, quoi, la jouer. Et je pense que ça nous a valu beaucoup de reconnaissance de la part des gens qui ont vu qu'on était un couple sain, posé, et que voilà, ils pouvaient nous faire confiance, quoi. Voilà. En tant qu'humains et en tant que couple, quoi. Alors, moi, j'ai envie de parler avec vous du monde actuel, de la société actuelle. Est-ce que vous estimez, sur les 20 dernières années, que ce monde a foncièrement changé? Parce qu'on voit chez la plupart des artistes, comme vous, ils sont très à l'aise avec leur homosexualité. Et on a, nous, l'impression que, à part quelques homophobes, c'est plus vraiment un problème. Mais pour vous, et vous qui êtes entre les deux continents, parce qu'on est souvent en France, où on en est aujourd'hui, ici et ailleurs? Moi, je pense que le monde a fait un progrès gigantesque. D'acceptation, vraiment, enfin, j'ai pas le sentiment que ce soit un problème. Cependant, nous vivons dans un environnement privilégié. Nous vivons dans le sud de la Floride, où il y a déjà beaucoup d'homosexuels parce que c'est la vie qui veut ça, enfin, c'est en tout cas l'État qui veut ça. Je ne sais pas si c'est… quand même, avec un gouverneur un peu rétrograde sur la question. Un peu complètement rétrograde. Mais je reviendrai à ça tout à l'heure. Mais en tout cas, je pense que les gens sont très ouverts d'esprit là où nous sommes et dans le milieu socio-culturel où nous sommes. Je ne sais pas si c'est la même chose au fin fond d'un État rural ou dans un quartier de grande ville dangereux, pauvre, etc., etc. Bon. Donc, moi, j'ai le sentiment que les choses vont dans le bon sens. D'un point de vue acceptation des gens autour de nous, d'un point de vue politique, il y a des décisions qui ont été prises, le mariage pour tous, l'adoption, etc. Et bon, il y a quand même, malgré tout, quelques petits bémols, parce que même si toutes ces décisions, justement l'adoption, le mariage, font partie des textes de loi, je pense que ces textes de loi ont du mal à être appliqués. Je pense qu'il y a une certaine lenteur de l'administration, que ce soit aux États-Unis ou en France. Oui, c'est ce que disent nos autres invités qui, eux, vivent en France. C'est la même remarque. Donc, vous ressentez la même chose aux États-Unis? Oui, la même chose, c'est… disons que de toute manière, l'adoption, que ce soit pour un couple hétérosexuel ou homosexuel, c'est très, très, très compliqué, je pense. Alors, j'ai pas d'exemple, mais moi, j'ai lu le livre de Chantal, je l'ai lu et j'ai trouvé ça, j'ai adoré ce bouquin. Parce qu'il y a l'acceptation au niveau de la société et il y a ensuite, il y a les lois qui ont changé, mais maintenant, la question, c'est est-ce que les lois sont appliquées comme elles le devraient? Et là, je pense que c'est là où le bas blesse. Il y a beaucoup, dans le livre de Chantal Cadoret, le nombre d'obstacles qu'ils ont dû franchir pour obtenir les droits d'avoir une mère porteuse aux États-Unis, etc., c'est excessivement compliqué. Donc, je pense que s'il y avait des progrès à faire, ce serait dans l'application de la loi qui existe déjà. Et une fois que cette loi sera appliquée comme elle le devrait, là, je pense qu'on aura gagné une bataille supplémentaire. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, le nouveau combat, c'est plus vraiment l'acceptation de l'homosexualité, les mères porteuses ou l'adoption par les couples homosexuels. Le prochain gros problème, ce sera ce fameux
ce genre neutre que la jeunesse d'aujourd'hui défend. Et la marche des fiertés de cette année et le mois des fiertés essaye de se battre pour ce combat-là, c'est-à-dire l'acceptation des transsexuels, l'acceptation de ce genre neutre, c'est-à-dire ni il ni elle, qui est une voilà, ce sont les combats de demain, les combats de demain. Mais je dirais que jusqu'à présent, on a quand même gagné de nombreuses batailles et on se porte quand même nettement mieux en tant qu'homosexuel. Vous êtes comment, vous, par rapport à cette question du non-genré? Alors, je le découvre. Je le découvre. Je suis comme tout le monde. Ça m'a pris par surprise. J'avoue que je m'y attendais pas du tout. J'écoute. Je suis pour l'instant spectateur, simple spectateur. Maintenant, les gens qui se battent parce qu'on invente des nouveaux mots non-genrés, je trouve ça idiot. Moi, je dis plus il y a de vocabulaire, mieux c'est. Plus il y a de quoi écrire. Donc, après tout, ça ne me pose pas de problème. Je vois cette jeunesse qui évolue. Il y a une chose qui m'embête un peu. C'est, moi, je suis prêt à accepter, je suis prêt à écouter, je suis prêt. Ce qui m'embête, c'est l'agressivité de certains quant à ce sujet. C'est-à-dire que moi, n'y connaissant rien, je ne veux pas qu'on me reproche de ne pas connaître les mots à utiliser ou de ne pas comprendre pourquoi ils se sentent comme ça. Moi, ce que j'ai envie de leur dire à cette génération-là, c'est expliquez-moi, expliquez-vous, faites un travail didactique, expliquez ce que vous ressentez, mais surtout faites-le avec élégance, en douceur, parce que notre génération est prête à l'accepter, mais la génération d'avant est peut-être un peu plus rétrograde, peut-être un peu plus de mal. Donc faites un travail auprès d'eux, faites un travail, expliquez-leur. Voilà. J'ai envie de faites-le avec douceur, faites-le avec douceur. On parlait de Chantal de nouveau. Chantal, on a beaucoup parlé de vous finalement. Vous n'avez jamais été tenté par l'aventure de l'adoption ou d'avoir un enfant, de l'élever? Non. Alors, ça nous a trotté dans la tête. Alors, allez, je vais dire 10 minutes et 22 secondes, quelque chose comme ça. Non, je plaisante. Peut-être pendant un an, on s'est posé la question. Puis finalement, on s'est rendu compte qu'on était mieux à deux. Je pense qu'on n'est pas obligé de copier-coller les schémas qu'on nous a imposés toute notre vie. Mariez-vous, ayez une voiture, ayez des enfants, ayez mettre de scope. On a compris qu'on était bien ensemble. Par contre, ce qu'il y a, c'est qu'on a une palanquée de neveux et nièces et c'est extraordinaire parce qu'on a avec eux une relation privilégiée. Nous sommes les tontons d'Amérique, un peu cool. Et on les gâte, on leur fait des cadeaux, etc. Et on a tous les avantages sans les inconvénients. C'est-à-dire que quand ils ont un souci, une question, ils n'hésitent pas à nous appeler pour nous poser la question, une question qu'ils ne poseraient pas forcément à leurs parents. Donc, on est un peu le référent, le conseiller dont ils ont besoin. Mais on n'a pas on n'a pas eu à se taper les couches, les machins, ou les examens, les matchs de foot, etc. Donc, tous les avantages sont les inconvénients et on a créé avec eux un lien extrêmement fort, extrêmement soudé. Ils nous adorent, on les adore. Et voilà, c'est eux qui vont hériter de… Bon, allez, on a été très, très bavard. On revient au livre. Vous nous montrez de nouveau. Ce livre, d'ailleurs, sur lequel on a fait une longue interview, une longue émission d'1 heure l'année dernière, donc vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube Rencontre des auteurs francophones l'interview exclusive de Tanguy Colombel et la présentation de son livre. Mais là, une petite minute pour rappeler donc ce livre, ce que vous avez voulu faire paraître et tout l'amour, parce qu'il y a beaucoup d'amour dans ce livre, tout l'amour de cette formidable famille que vous avez voulu partager avec nous. C'est comme ça qu'on l'a vécu en tout cas. Exactement. Je dis toujours que c'est une ode à la famille. C'est un livre qui parle de ma famille dans les années 80 en Bretagne, dans une petite ville qui s'appelle Loudéac. Une famille qui n'a pas le sou, une famille qui a de gros problèmes, que ce soit financiers, familiaux. Donc, sans un sou, mon père est au chômage, ma sœur est handicapée. On n'a pas de télévision, enfin on vit un petit peu en vase clos. Et comment cette famille surmonte tous ces problèmes grâce à l'amour, grâce à l'énergie qu'elle dégage, grâce comment dirais-je, à l'optimisme chevillé au corps de mes parents
et une famille qui a fait donc de ces 4 enfants, ma sœur handicapée est décédée, mais les 3 qui restent sont des adultes solides, équilibrés, etc. On a tous bien réussi dans la vie, on a de bonnes situations, donc je pense que les parents ont fait un travail exceptionnel avec nous, avec finalement peu de choses, quoi. Et la Saint-Tous-là, le titre, si on peut l'expliquer, c'est ma mère se plaignait du fait qu'il n'y ait pas la possibilité, qu'il n'y ait pas de fête pour célébrer le fait qu'on était tous à la maison. Il y avait la Saint-Patrick, la Saint-René, etc., mais il n'y avait pas le jour pour célébrer le fait qu'on était tous là. Donc, elle a inventé la Saint-Tous-là, le jour où on est tous à la maison. Donc, c'est vraiment une ode à la famille. Et on suit sur une période de 6 mois cette famille extraordinaire. C'est un bouquin qui est plein d'humour, plein de drôlerie et qui tombe jamais dans le misérabilisme, alors que j'aurais pu avoir de bonnes raisons de le faire, mais pas du tout. C'est une ode à l'optimisme et à la famille. Voilà. Merci à tous, c'était une émission passionnante. Je vous rappelle que les émissions Rencontres des auteurs francophones sont disponibles avec plus de 75 émissions à regarder avec bonheur. Et puis on se retrouve le mois prochain avec de nouveaux invités, une nouvelle thématique. Merci. Merci à tous. Au revoir Sandrine.